L'invité de Smart Impact, c'est Richard Connor, rédacteur en chef du rapport mondial sur l'eau, qui est avec nous en visioconférence, en duplex. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par un constat, tout simplement. Ça représente combien d'êtres humains? Alors, il y a ceux qui sont privés d'accès à l'eau potable. J'ai trouvé ce chiffre de 2 milliards de personnes. Mais il y a tous ceux qui ont un accès difficile ou parcellaire ou intermittent à l'eau. Ça représente combien d'humains, ça? Ah, c'est probablement le double. Si on regarde le 2 milliards, c'est principalement les gens qui n'ont pas accès à une eau potable de source sûre, c'est-à-dire disponible en tout temps et en toute sécurité. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'autres, peut-être un autre 2 milliards qui ont parfois ou occasionnellement accès à l'eau, mais qui ont occasionnellement pas accès à l'eau. Qu'est-ce que ça signifie? Quelles conséquences ça a? Tiens, déjà en termes de santé publique, ça veut dire quoi? Justement, en termes de santé publique, c'est absolument énorme. On regarde, OK, il y a d'abord les retombées de santé humaine. Mais les répercussions sont immenses. Les gens qui n'ont pas accès à l'eau de source sûre sont assujettis à des maladies. Et puis, il y a un effet domino qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas parfois aller à l'école ou travailler, ce qui a un impact immense et indirect, surtout à long terme, sur le développement économique de leur région, de leur pays, de leur communauté. Donc, les impacts purement économiques ne se retrouvent pas seulement au niveau des frais et au niveau de la santé, mais aussi au niveau de la productivité de les collectivités. Oui, évidemment, et ça provoque, vous parliez d'effet domino aussi, des exodes de population avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer. Le réchauffement climatique, il aggrave ce constat. De quelle façon? Faut faire attention parce que il faut pas mélanger le service d'approvisionnement et d'assainissement, qui sont des services généralement gérés au niveau municipal ou régional, et les pénuries d'eau qui affectent la ressource elle-même, c'est-à-dire il y a un manque d'eau, des sécheresses, etc. Oui, évidemment, s'il y a sécheresse, c'est plus difficile d'avoir un approvisionnement en eau pour la population, mais l'utilisation de l'eau au point de vue domestique ou municipal compte pour seulement 10 de l'utilisation de l'eau dans le monde. 70 de l'eau qu'on utilise va pour l'agriculture et le 20 qui reste est attribué à l'énergie et l'industrie. Donc, lorsqu'il y a pénurie d'eau, c'est d'abord et avant tout la sécurité alimentaire qui est en jeu et la sécurité énergétique. Toute production électrique a besoin d'eau, pas juste l'hydroélectrique, mais toutes les les centres thermales qui ont besoin d'eau pour le refroidissement des systèmes, que ce soit nucléaire, mais aussi tous les charbons, euh, gaz naturel, etc. Le changement climatique, donc, affecte l'approvisionnement ou le stress hydrique à travers toutes les utilisations de l'eau. Dans la plupart des endroits, l'eau pour l'utilisation humaine, c'est-à-dire les utilisations domestiques, est le premier à être mis de l'avant. Mais à long terme, la sécurité alimentaire aussi devient très vulnérable. Donc, l'impact des changements climatiques ne se fait pas seulement au niveau de l'accès à l'eau des personnes, pour des raisons domestiques, mais vraiment sur toute l'économie et la production. Alors, ce qui ressort du rapport mondial sur l'eau que vous avez supervisé, je rappelle que vous en êtes le rédacteur en chef, c'est l'importance d'une coopération internationale. Est-ce qu'elle existe aujourd'hui? Oui et non. Il y a eu la semaine dernière à New York, il y avait la première conférence des Nations Unies dédiée à l'eau douce. C'était la première depuis 1977. Et puis plusieurs personnes espéraient avoir une entente
dans le cadre, quelque chose de similaire de ce qu'on voit pour les changements climatiques ou plus récemment la biodiversité qui a eu lieu à Montréal au mois de décembre. Puis on espérait avoir, ou certaines personnes espéraient avoir un accord mondial sur l'eau, mais selon moi, personnellement, ce n'est pas vraiment réaliste. La valeur d'une tonne de gaz à effet de serre, mettons CO2, du dioxyde de carbone, la valeur et l'impact d'une tonne dans l'atmosphère est relativement pareil partout dans le monde. Par contre, la valeur de l'eau, un mètre cube d'eau, va varier énormément d'un endroit à l'autre, et de part de sa disponibilité et aussi en fonction de son utilisation. L'eau qu'on utilise pour l'agriculture, qui est la vaste majorité de l'utilisation de l'eau, elle est très basse, dans le sens que l'eau pour faire pousser 1 kilogramme de carottes a une très peu de valeur par rapport à, par exemple, l'eau qui est utilisée pour... La même quantité d'eau peut être utilisée pour créer, disons, une douzaine de vaccins contre la COVID. Clairement, la valeur de la COVID, de la vaccination, est la valeur monétaire et possiblement humanitaire est beaucoup plus élevée que le kilogramme de carottes. Mais si on n'a pas d'eau pour pousser les carottes, à un moment donné, on va manquer de nourriture. Donc, mettre la valeur en eau, premièrement, est très difficile. Et à partir de ce moment-là, étant donné la différence de disponibilité et de demande en eau d'un endroit à l'autre, arriver à une entente, qu'elle soit au niveau de la partage de l'eau ou mettre des cibles d'utilisation de l'eau qui sont communs pour tous les pays, est extrêmement irréaliste. Donc j'entends votre argument, pardon de vous interrompre, mais ça veut dire que c'est au niveau régional, au niveau d'un territoire qu'il faut trouver des solutions. Par exemple, j'ai vu en préparant l'émission l'exemple du Fonds pour l'eau de Monterrey, on est au Mexique, qui a été lancé en 2013. Est-ce que c'est un bon exemple, ça? C'est un excellent exemple. C'est une approche par bassin versant qui existe déjà dans plusieurs pays, dont le Canada et la France. Ce n'est pas tous les bassins qui sont assujettis à ce genre d'approche de gestion, mais c'est une approche qui englobe tous les grands utilisateurs, les municipalités, les associations de fermiers, les agriculteurs, industrie, énergie et tout ça, et sans oublier l'importance de la protection de l'environnement, qui à la fois a besoin d'eau pour maintenir la biodiversité, mais aussi un environnement sain contribue à la disponibilité d'eau en tant que volume, mais aussi à la qualité de l'eau. Le plus qu'on a, par exemple, des marécages ou des milieux humides en santé, la meilleure la qualité de l'eau en amont, en aval. Et on peut sauver de l'argent, diminuer les dépenses au niveau du traitement de l'eau avant de l'utiliser parce qu'elle est moins polluée. Donc, c'est pas plus d'investissement que ça prend pour protéger la ressource et la rendre plus disponible, c'est de mieux cibler les dépenses et la protection des territoires en amont a des répercussions positives sur les sources d'eau en aval. Et cette approche par bassin versant est justement quelque chose qui devrait être plus poussé au niveau international qu'une entente globale. Merci beaucoup Richard Connor et à bientôt. Merci pour toutes ces explications. À bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat, les déchets sauvages, les déchets abandonnés au programme.